appeasement or negotiation over the blackmail of hostage taking by the regime is still keeping them behind the curve as to things are in Iran. We believe that there should be a reset of their foreign policy, understanding that pressure is of course necessary to curtail the regime's ability, whether it's funding its proxies or terrorism or anything else that leads to more instability, including the nuclear threat and what have you. But pressure in itself is not sufficient. There has to be an element of support as well. As you may have followed all these years, what I've been arguing for is that we believe that Iranians can liberate themselves in the campaign of nonviolent civil disobedience, but they are fighting this fight alone. We need to have an element where they are beginning to feel that there's a maximum support element attached to the foreign policy of such governments. We have proposed many ways in which they can actually help. I'll give you a couple of simple examples. As you know, and you're in a field that would mostly appreciate the importance of it, which is access to free information, internet, so people can not only be aware of what's going on in the world, but can also communicate to the world and among themselves, even in the sense of organizing whatever it is we need to do in our campaigns domestically. Access to information and internet and overcoming the censorship that the regime tries to impose in Iran is extremely important. And in that aspect, there has already been some steps taken. You know, Elon Musk has provided Starlinks and elements as such, so Iranians are not disconnected from the world and be able to have access. Other areas would consist of in what way can we find financial means of supporting or funding labor strikes and what have you, which I believe is the ultimate pressure point from domestically on the regime to force it to retreat in an ultimate collapse. These are things that can be implemented in such policies that would help Iranians be more empowered and more capable with the means that it takes to equal the playing field for them against a regime that, as you know, is quite repressive and will take any action to try to keep that from happening. So it's really a struggle against the regime by helping the people and giving them more strength to be able to implement those campaigns within Iran. My name is Selena Serdas. Your Excellency, what should happen for you to say, this minute I will take a plane and will go to Iran? Concretely, what step would you wait for? Can you say your Harvard? Swissinfo. And it's my first question, and my second question will be: the minute you are in Iran, let's imagine, what would be your vision of Iranian-Israeli relation? Right. Naturally. Thank you for your question. Well, we have two phases that we have to look towards as to where we are now and where we will get after this regime collapses. This is the phase of everything that needs to be done to ultimately have this regime collapse with a plan of transition, and that's where all the rules become important. So the way I'm looking at it is that as far as my campaign plans are concerned, it has 5 components. The first one is how can we reinforce and bring more support for all the activists at home. Number 2 is how we can galvanize and mobilize the Iranian diaspora, in what way they can play a role in that. And also the diaspora having more and more say and impact and influence on policymakers, decision makers in respective countries in where they live, in Switzerland, in Germany, in France, in England, or wherever else they are. To be able to explain and ask the G20 to reset their policies and also join this campaign of maximum pressure, maximum support. For instance, one element that has yet to be decided by governments is to put the IRGC on the list of terrorist organizations. Many legislation in different countries have actually suggested that. What remains to see is whether these governments are going to, in fact, put that on the docket and make that part of that escalation of pressure on the regime by including the IRGC on the terror list. The combination of these pressures and support could lead to maximum defections from the regime pre-collapse, which is part of my strategy to minimize the resistance that the regime might have at the very end. By that I mean we do have a plan of transition whereby once the regime collapses, we have an interim government. The role of this interim government will be to, of course, maintain the running of the country, but prepare the stage to what will be the democratic process determining the future. We will need to constitute the Constitutional Assembly. That Constitutional Assembly will, of course, have a proposition of a constitutional project
the future constitution, the final form that we can take. Debates would take place, and this time, unlike 1979, where people had no clue what Khomeini represented, what he means by having an Islamic state, and by the time everybody realized it was very late. This time, in full transparency, with all the options on the table, Iranians will get to decide finally what it is that they want and ratify the proposal by such parliament in a national referendum, which will be the end of the transition period leading to the formation of the first democratic government. And of course, by then, political parties will elect the first new government in place. That's the roadmap to where we are. And parallel to that, I'm already talking to various people who are either entrepreneurs or companies or experts in view of how we can put Iran back on track for prosperity. We call IPP, Iran Prosperity Project, that includes what are the areas of need that Iran has had, whether it is bringing up to par our existing infrastructures or new technologies or other investment that can have a direct, immediate impact by creating jobs for people who, as you know, the economic situation right now is very complicated. So there is also, beyond liberty and freedom and democracy, an aspect of economic reconstruction back to prosperity. These are all part of this collective plan. Now, as to where can I get on a plane and get to Tehran, I can't really give you a prediction, but obviously many of us will be able to, as soon as possible, be there to help personally and be in place to help our fellow compatriots. The important thing at this stage, however, is to strengthen all the necessary institutions that will be able to fill that void. And the tricky part is that in terms of timing, it would be a little bit complicated to prematurely expect them to show themselves, because the regime will immediately identify them and crack down on them and send them to jail. So there has to be an initial element outside to get this momentum going and be able to transfer it inside. We are on a daily basis in dialogue with political prisoners, civil society activists, and what have you, as to exactly how to time all of this and how to coordinate all of this. So that's one aspect. There is also a very important element, I believe, that we need to consider, and these experiences that we have seen in other countries. For instance, one question is key. When you look at the not so well handled situation in Iraq after the fall of Saddam Hussein and the ba'athification, we want to make sure that we offer a solution that most elements who don't have their hands soiled in Iranian people's hand and Iranian people's blood can survive regime change and have a place in the future. While we have our legal expert working on transitional justice, what happens on the remnants of the regime. We've seen that in the case of South Africa and Truth and Reconciliation. Examples like that can certainly also be applicable to the scenario of transition in Iran. All of these elements combined is a strategy that we are working on right now. Naturally, if we can have partners in the region that can help us, I think Israelis can be key partners in that, not only during the transition, but our relationship in the future. And other countries in the immediate area, I think the current government in Washington is certainly more than ever on the same frequency as we are. I'm sure you have heard, especially a few days ago in the Munich conference, Marco Rubio and what he has explained, the viewpoint of the Americans as it comes to where they think Iran is. What we need to see now is for Europe to catch up. Not that we're going to wait for Europe to act, but it would be better to have Europe on our side. So that's a little bit the exercise that we are right now contemplating. Piero Gravek, Swiss Radio. For us, it's quite difficult to have a real idea of... You can ask in French if you want. Sorry? You can ask in French if you want. Yes. En français, comme vous préférez. Pour nous, c'est plutôt difficile d'avoir une image très fidèle de ce qu'a été l'impact des strikes de la part d'Israël, donc ces attaques aériennes. Vous, de votre part, vous avez un cadre très précis de ce qui s'est passé en Iran avec ces attaques de la part d'Israël. De toute façon, dans le sens où Israël a toujours été menacé par une menace existentielle, ils ont pris les mesures nécessaires pour se défendre, ce qui veut dire s'il fallait neutraliser certains éléments militaires qui auraient été une menace, bon, ils ont donc fait cela, et ça va dans la première question, à quel point le régime devient de plus en plus affaibli. Maintenant, il y a une autre question.
est-ce qu'en dehors d'une meilleure alternative, avant d'arriver à un stade où peut-être on peut avoir une escalade de conflits et d'attaques militaires, justement pour éviter cela, nous avons actuellement une fenêtre d'opportunité inouïe qui se présente maintenant. C'est-à-dire, avant d'arriver à un scénario plus fâcheux ou plus coûteux, il y a une opportunité d'aider les Iraniens à finalement se débarrasser de ce régime. N'oublions pas que c'est l'élément clé de tous les problèmes depuis le temps où on a fait face, que ce soit la menace nucléaire, que ce soit le radicalisme religieux, que ce soit le soutien des éléments terroristes, tout ceci se rallie à Téhéran. Même dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous voyons très bien que l'Iran a joué un jeu de soutien à travers cette campagne militaire. Donc il y a toujours cet élément du régime à Téhéran qui revient en compte. Et ce que nous proposons, c'est justement que dans cette fenêtre d'opportunité, la meilleure façon de mettre fin à tout ceci, c'est d'aider une fois pour toutes à ce que les Iraniens puissent se débarrasser de ce régime. Et donc je pense que tout le monde poussera un souffle de soulagement, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Riyad ou bien plus loin que notre région. Donc l'idée c'est plutôt d'expliquer, et je pense que nos amis en Israël comprennent cela très clairement, c'est s'il y a une option d'avoir à éviter la nécessité d'agir dans un point de vue militaire, la meilleure façon de ne pas arriver à ce stade, c'est d'aider que le changement arrive de l'intérieur. C'est l'idée globale dans cette période de temps que nous avons devant nous. Ça ne restera pas toujours ouvert, mais c'est l'occasion d'en profiter. Donc le timeline est important. Just a reminder, if anyone would like to ask a question of any of the folks along with the Prince, please let us know. We're happy to translate that question into Persian, should you like to, and then we can get Could you I have a cup of water also? and we'll get you their exact names for quotes later if of interest. Somebody else behind that is a question. Je reviens à vous. I come back to you. Thanks. Yeah. What makes you so sure that, or what is your conviction that you would be the right person to be the head of a transition government? Well, why don't I ask my friends to tell you what's the sentiment and the ask that people have an expectation from my role? Because I think I've already answered the call on the basis of them trusting me and wanting me to do that. دوستان سوال اینجاست که من گفتم بهتر خودتون جواب بدید که به چه دلیلی فکر میکنید که شما کسی هستید که میتونید این حرکت رو اداره بکنید و فکر کنم اگه بدونن که در داخل چی میگذره، شماها چی دیدید، نسل شما جنزی چی فکر میکنه، بهتر خودتون این پاسخ رو بدید. به نظر من حالا به جز شاهزاده برای گروه های دیگری از مردم اپوزیسیون های دیگری وجود دارن که وقتی میشینم راجع به این افرادی که اپوزیسیون هستن راجع بهشون تحقیق میکنم و میخونم راجع بهشون، فعالیت هاشون رو میبینم و راجع به سابقه شون میخونم، میبینم که واقعا شاهزاده در بین تمام این نیروهای اپوزیسیون واقعا دموکرات ترین شخصیه که میتونه وجود داشته باشه و این دقیقا همون چیزی که مردم ایران میخوان. His answer is, we'll get you an exact name later for quote. He said if he looks at all the groups and factions represented within the Iranian opposition, the opposition to the Islamic Republic, when he looks into their background, their history, what they offer, he finds the prince to be the most democratic alternative to the regime, the most democratic option amongst existing opposition groups, and that's exactly, he says, what Iran needs at this moment. ببینید مردم داخل ایران 46 ساله که زیر سایه دیکتاتوری زندگی کردن و این دیکتاتوری نه تنها مردم ایران، محیط زیست رو، آب و هوا رو، فرهنگ اصیل ایرانی رو، جون جوونا رو، وضعیت اقتصادی رو و هزاران مورد دیگر رو این دیکتاتوری از بین برده. For 46 years, Iran has lived under dictatorship, which hasn't just been dictatorship over Iran, but over the environment, Iran's water and air quality, its culture, Iran's ancient and strong culture,
over the lives of Iran's youth and over Iran's economic situation as well. و مردم ایران واقعیتش اینه که دیگه از دیکتاتوری خسته شدن. For 90 million people. میپسندن دموکراسی رو میپسندن، آزادی رو میپسندن برای ایران، نه اینکه یک شخص بیاد برای 90 میلیون ایرانی تصمیم میگیره. و وقتی که میشم به بقیه نیروهای اپوزیسیون نگاه میکنم میبینم که بهترین گزینه روی میز برای تمام مردم ایران فقط و فقط شاهزاده رضا پهلویه. اگه به دنبال دموکراسی و آزادی هستیم بهترین گزینه فقط شاهزاده است. When I see what Iranians are looking for, what Iranians inside the country are seeking, and I see what the prince is saying, it's exactly identical. What Iranians are seeking and what the prince talks about on a daily basis. He's not looking for power. He's not looking for absolute monarchy or for a individual-centric system. Rather, he's looking for a system-centric system for Iran, a democratic one, and again, not one person deciding for 90 million people by himself. And when he looks again at, when I look at other groups, alternatives, oppositions, if what we're looking for is democracy, the prince is the best option for that. I wanted to tell you in English because I prefer to introduce my mother language, Farsi, and taste the powerful language of it. من اولین بار توی سال 2019 مورد صدمه واقع شدم ولی آخرین بار سال 1401 که واقف میشه به سال 2021 و تمام این سالهایی که کف خیابان بودیم ساشمه میخوردیم، باتون میخوردیم، عزیزی رو از دست میدادیم و فقط یک شعار مشترک بین مردم بود: رضا شاه روحت شد. این یعنی که مردم از رفتاری که در گذشته کردن پشیمونن و دنبال همون سرگذشتی هن که در گذشته از دست دادن و هنوزم که هنوزه در پیش هستن. You want to translate it? You're doing a very good job. You go ahead. Appreciate it. Okay. He was on the street for several years, from 2019 up until 2021-22 with the Massa revolution, and on the streets of Iran, having taken buckshot in the eye of his friends, lost, having had friends who have been stolen or been hit with buckshot or birdshot. The only slogan that was prevalent on the streets and repeated on the streets was Reza Shah, bless your soul. The most important thing about this person, this great person, is that you can call him everything: Reza Pahlavi, Prince, or King. It's a democracy. So, as he told many times before and after a referendum we have in Iran, in free Iran, after a republic, terrorism, Islamic of Iran, the people of Iran should be decided to choose which kind of the country they want, which kind of regime they want. They want kingdom, they want democracy, social democrat, or what. This is choice of the people. So this person is not just a one person. This person is the people. Appreciate it. Delphine Stelly pour la RTS. Comment vous envisagez concrètement la fin du régime actuel? Comment faire tomber les mollahs? Quel serait votre rôle dans un futur gouvernement? Et d'abord, troisièmement, est-ce que l'élection de Trump pour vous est une opportunité? Comment vous jaugez la Encore une fois, j'insiste sur le rôle actuel que j'entreprends. Et justement, à partir de cette attente et en même temps cette confiance qu'on me fait, j'ai envoyé un message il y a quelques mois en disant: je suis prêt à assumer cette responsabilité d'être le leader de transition, c'est-à-dire au fait de voir est-ce que ce processus arrive à sa bonne fin, c'est-à-dire
justement, encore une fois, arrivant au moment où finalement le peuple pourra décider sur la base d'un projet constitutionnel qui leur sera présenté, quelle sera la forme finale qu'elle va prendre, et cela sera décidé dans un référendum final et un vote direct de la population qui démontrera quelle est la volonté de la majorité. Donc je ne suis pas là pour faire campagne, pour devenir le leader du futur, mais mon rôle actuel, et d'ailleurs ça a toujours été mon unique mission, c'est d'aider à arriver à une transition démocratique et remplacer ce régime de dictature religieuse, un régime de démocratie laïque qui est une nécessité absolue. J'insiste sur le point laïque surtout, c'est quand il n'y a pas une séparation du clergé et de l'État, on n'arrivera jamais à une formule non seulement démocratique, mais le fait que si tout système est basé sur une idéologie seule, c'est le début de discrimination, que ce soit le communisme, que ce soit une idéologie religieuse. Et d'ailleurs, vous voyez que dès que ce régime a pris place, il a tout de suite été un élément d'antagonisme et de discrimination, que ce soit sexuelle, dans le cas des femmes, que ce soit au niveau de la communauté LGBT, que ce soit vis-à-vis d'autres religions, que ce soit question ethnique, enfin bref, ça a toujours été ça. Donc on revient sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui surtout avoir une convergence, ça fait partie de cette défection dont je parlais tout à l'heure. Quels sont les éléments qui peuvent encore une fois ravitailler cette campagne de libération? Il y a jusqu'à peut-être 2 ou 3 ans certaines optiques intérieures qui croyaient toujours qu'il faut insister sur la réforme de ce régime. Aujourd'hui, il n'y croit plus. Aujourd'hui, le discours intérieur va au-delà de ce régime. Nous trouvons maintenant des éléments qui savent que c'est un bloc final, qu'on ne peut pas franchir ce mur. Ils veulent maintenant rentrer en dialogue et en convergence avec ceux qui, dès le début, comme nous, avons toujours été dans le camp des démocrates laïcs, une alternative à ce régime. Déjà, ça peut vous montrer que cet élément de défection commence. Quand j'expliquais tout à l'heure que notre stratégie, après la chute du régime, c'est comment ménager cette transition, il faut ajouter à cela une formule d'inclusion, c'est-à-dire la majorité de ces éléments qui font partie de la bureaucratie de ce régime dans le contexte civil et aussi dans le contexte militaire paramilitaire peuvent avoir une place dans l'Iran du futur. Seuls ceux qui doivent rendre compte de leurs crimes, avoir leurs mains dans le sang du peuple, devront répondre à la justice, à n'importe quelle justice, une justice qui donne vraiment un état de droit en même temps. Et c'est sur ceci que nous développons ce momentum. Donc tout ceci font partie de ce qu'il y a à faire. L'important, c'est d'avoir un élément de stabilité entre-temps, d'avoir un plan d'action qui ménage cette question, mais en même temps d'anticiper que dès le moment où l'Iran sera ouvert enfin, ayant éliminé une mafia paramilitaire qui contrôle tous les aspects économiques du pays, nous avons cette fois-ci un élément de transparence, de responsabilité qui serait fiable. Donc je pense qu'une politique stable dépend d'une économie ouverte et l'inverse, les deux ont besoin l'un de l'autre. Donc nous avons aussi une vision de reconstruction du pays et la façon dont nous pouvons faire repartir la machine économique du pays, mais d'avoir un plan en place. Pourquoi? Parce que vu l'appauvrissement de dotation, vu les régions extrêmement affaiblies à travers cela, il faut que quand même les gens puissent savoir que ça aura immédiatement un impact positif pour créer de l'emploi, pour leur donner une chance de finalement ne pas crever de faim et avoir assez pour mettre déjà de la nourriture sur la table, mais au-delà de ça, vraiment avoir une opportunité de créativité, d'ingéniosité qui existe chez nous, mais la seule chose qui l'empêche, c'est malheureusement ce régime. Donc tout ceci, c'est dans l'optique de donner au peuple, au-delà de l'espoir, une confiance en elle-même. Je dis toujours dans mon discours, il faut qu'on fasse basculer de passer de l'espoir à la croyance. On croit qu'on peut réussir parce qu'on a ce qu'il faut pour réussir. Et je pense que cet élément, c'est un élément vraiment psychologique. Et quand on se retrouve ensemble, quand on a un message collectif, bien qu'il est divers dans un sens de pluralisme, mais on se retrouve dans un même discours collectif. Les 3 éléments clés pour moi pour
fédérer une opposition qui se rassemble, l'alliance de ceux qui veulent faire partie de la solution, que ce soit des républicains ou des monarchistes, que ce soit des gens de gauche, du centre ou de droite, sont trois éléments clés dans notre vision pour notre nation. C'est l'élément important d'une nation unie, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de l'Iran est un élément extrêmement important pour nous tous. La question, bien sûr, encore une fois, d'une démocratie laïque, et bien entendu tous les éléments qui se raccordent avec les valeurs des droits de l'homme. C'est-à-dire que notre constitution doit être basée sur cette déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que toutes les souffrances que le peuple vis-à-vis de ce régime a souffert devraient être une garantie de loi, d'égalité, de participation, d'opportunité, sans aucune forme de discrimination possible, qui sera éliminée une fois que nous basons tout ceci sur la question des droits de l'homme. Et là, vous verrez qu'un peuple sera encore une fois sur la bonne voie, sera débarrassé d'un régime qui essaie de déchiqueter notre pays, et on se rassemble autour de ces arguments communs. Maintenant, là où il y a des différences d'opinion, et c'est normal, c'est pourquoi on dit que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une position de décider le futur. Notre devoir, par contre, c'est d'aider à ce que le peuple puisse avoir le mécanisme à travers lequel ils auront le choix final pour définir leur futur. Donc c'est une campagne pour arriver au stade où finalement nous avons ce fameux référendum qui sera l'élément décideur. Et mon rôle dans tout ça, c'est de faciliter et d'aider à ce que cette transition prenne place. Et l'élection de Trump? Pardon? Et l'élection de Trump? C'est la fin de ma question. Encore une fois, je peux vous citer un exemple pourquoi, dans son premier mandat, le président Trump a entamé cette politique de pression maximale. Les statistiques vous montreraient que entre l'administration de Barack Obama, son prédécesseur, et après lui, sous la politique de Biden, par raison de cette pression maximale, nous avons pu constater que, par exemple, ne serait-ce que juste sur la quantité d'exécutions qui ont pris place en Iran, c'était moins que la moitié entre les deux administrations démocrates de Joe Biden et d'Obama. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce régime comprend la force et la pression. Ils ont toujours reculé devant la pression. Par contre, une politique d'apaisance et de dialogue leur a non seulement donné l'excuse qu'ils sont faibles devant nous, donc on se permet n'importe quoi, et surtout, quand vous donnez le régime accès à des fonds auxquels il n'aurait dû pas avoir accès. Plus de 150 milliards de dollars a été, au fait, presque donné par Biden dans sa politique d'apaisement, qui a permis, ça n'a pas aidé le peuple, ça a aidé à renforcer leur proxy au Liban et à Gaza, Hezbollah, Hamas, leur campagne en Syrie, les Houthis au Yémen. Tout ceci est rallié l'un à l'autre, sans que le peuple puisse en profiter. Donc Trump comprend cela extrêmement, l'élément de pression est important. Mais aujourd'hui, dans son deuxième mandat, et les discussions que nous avons eues avec son équipe de transition, c'est n'oubliez pas que si aujourd'hui le but n'est pas de penser qu'à travers la pression, vous pouvez avoir un régime qui devient raisonnable et qui revient à la table de négociation, mais si c'est de notre but enfin de se débarrasser de ce régime, l'élément de pression extérieure n'est pas suffisant, il faut ajouter à cela un élément de pression, d'aide maximale au peuple. Dans toutes ces 40 années, ma critique la plus importante à la politique étrangère de beaucoup de pays démocratiques à l'Occident, ça a été que la base de votre politique a toujours été basée sur une attente fausse, qui était un changement de comportement du régime. C'est comme si vous n'avez toujours pas compris l'ADN de ce régime et pourquoi ce régime ne peut pas s'accorder dans un monde où il y a des valeurs de droits de l'homme, de liberté, parce que pour eux c'est une campagne d'exporter une idéologie en utilisant l'Iran comme un point de départ, aux dépens du pays pour financer et diriger cette idéologie qui doivent, dans un but final, au fait, exporter à travers le monde. Pour eux, ce n'est pas un compromis, c'est noir sur blanc.
vous perdez, il gagne. C'est la logique et la mentalité de ce régime. Depuis Khomeini, y compris Khomeini, et c'est pourquoi, tant que ce régime existe, on ne trouvera jamais une solution. La seule solution gagnant-gagnante, dans le sens où c'est bien pour le peuple, mais aussi pour le reste du monde libre, surtout, c'est que ce régime disparaisse. La meilleure solution à mettre terme à toutes les menaces qui existent existentiellement à travers ce régime. Donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser de ce problème et en même temps aider une nation à se libérer, changer de tactique, changer de stratégie, changer de politique, vous avez une opportunité très rare qui aujourd'hui est une fenêtre devant nous. Donc, cette fois-ci, après 44 ans, 45 ans, 46 ans, cette fois-ci, aider ce peuple, aider les Iraniens qui pensent comme vous, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, les mêmes points de vue de liberté, de droits de l'homme, d'égalité. Ils sont vos alliés naturels, pas les gens qui aujourd'hui gouvernent notre pays. C'est le moment de montrer une solidarité exceptionnelle et un changement en Iran ne sera pas seulement profitable pour l'Iran, mais pour la région et pour le monde entier. C'est l'opportunité inouïe. Tout ceci sont des éléments clés à considérer dans la politique étrangère. Je pense que Bush le comprend. J'espère que d'autres pays dans le monde libre aussi comprendront que l'importance de ce changement de cap. That's all the time we have for today. They might have a question for one of our people, but I think if there's questions from European outlets, as this session was focused on European media, not Persian language media, if there's a question perhaps for the guests, but if it could be brief, and we'll ask them to be brief, and then we'll have to leave very shortly. Justement, j'ai la question pour la mère. Comment je vais en français, c'est bon. Comment vous pensez de trouver la justice pour votre enfant qui est mort dans ce pays? Qu'est-ce que ça veut être une justice pour vous? Et Reza Pahlavi, il a parlé de vaincre, il faut vaincre l'idéologie. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut vaincre l'idéologie, puisque, même si on change le régime à un moment, après il y aura d'autres gens qui vont venir essayer de monter cette idéologie en puissance. میتونسته که از دید دادخواهی به چه دلیلی فکر بکنید که میتونید دست پیدا بکنید به این عدالت در رابطه با وضعیتی که هست و دوم اینکه c'était quoi la deuxième partie de votre question? Est-ce qu'on peut vaincre l'idéologie? آیا میتوانه ایدئولوژی رو شکست بدید؟ بعد از شورش 57 مردم ما فهمیدن که اشتباه کردن، اما نتیجه این اشتباه 47 سال 46 سال طول کشید. و چرا؟ چون آدم اشتباهی رو آورده بودن سر کار و این آدم اشتباه اومدن سر کار، آدم نالایق اومدن سر کار، آدم بیسواد اومدن سر کار، نتیجهش شد امروز کشته شدن بچه های ما، کور شدن فرزندان ما، تورم، گرونی، بیکاری. چرا؟ چون کسی که اومده بود سر کار به فکر مردم سرزمین من نبود، به فکر وطنمون نبود، به فکر خودش بود، به فکر جیبش بود. و ما خون دادیم، الان دادخواهیم، به پای خون بچه هامون ایستادیم و میخوایم وطنمون رو پس بگیریم و ما اونها رو شکست میدیم. آدم درست، باسواد، لایق، کسی که اول به فکر مردم باشه، به فکر وطن باشه، 100% میاد، ما کنارشیم و اونها باید برن، چون دیگه بین مردم جایی ندارن و هیچکس قبولشون نداره، چون اونا فقط میکشن. وقتی که حرف میزنی میکشن، وقتی که اعتراض میکنی میکشن. مردم رو از خودشون نمیدونن. ما کسی رو میخوایم که مردم از خودشون بدونن. After the 1979 revolution, we realized what a mistake we had made. It took us some time to realize that mistake, but the main problem that we faced in 1979 was that we put out the wrong people and brought the wrong people into power. And today we realize that our kids are dying, there's unimaginable unemployment, unimaginable poverty,
because the person that we brought into power, the people we brought into power, wasn't focused on Iran, didn't care about Iran, but cared only about themselves, cared only about their pockets, and enriching themselves. Therefore, we are fighting for justice. We're seeking justice. We're looking justice for our kids, and we want them to be, their deaths to be justified or to mean something. We want people to come to Iran, to lead Iran, who are worthy, who have the qualities to lead our country, and who think of our people. We know that that person will come, and we are with him until that moment. This regime will go because nobody accepts them. They have no support among the people. When we talk, they kill us. When we protest, they kill us. But this regime will go. و در مورد قسمت دومش سیاست و دین رو با هم قاطی کردن و وقتی میشه شکست بخوره که اینها از هم جدا بشن سیاست یک طرف باشه This regime has mixed politics and religion, and those two have to be separated in the future of the country. Thank you very much. Thank you everyone Thank for you. joining Thank us you. today. Appreciate it.